Vous n'imaginez pas à quel point une entreprise commerciale a eu un impact colossal sur nos sociétés des îles Maurice et Réunion. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que ce n'est non pas une nation, mais vraiment un empire économique qui a impacté nos cultures, nos sociétés, nos modes de vie, notre langue, notre gastronomie, et ces traces sont encore présentes aujourd'hui. C'est ce dont nous allons parler à travers cette vidéo. Mais alors comment est-ce qu'une entreprise commerciale a-t-elle pu autant impacter nos sociétés et nos cultures encore aujourd'hui? Ensemble, on va lever le voile sur un pan de l'histoire souvent oublié, celui de la Compagnie des Indes. Avant de plonger dans l'histoire, j'aimerais faire un disclaimer. Je ne suis ni historienne, ni experte en la matière. Je suis une Mauricienne, je vis à l'île de la Réunion et surtout je suis passionnée par l'histoire, par le fait de comprendre ce qu'ont vécu nos ancêtres, mes ancêtres, par le patrimoine qui se transmet ici. Et c'est ce que j'ai à cœur de faire avec ces vidéos, de pouvoir transmettre, partager ce que moi-même j'apprends dans mes lectures, dans les visites que je vais faire ici, dans les musées, etc. Donc voilà l'intention, c'est juste de partager ce que moi-même j'apprends et j'espère que vous aussi, ça vous permettra de découvrir ces histoires passionnantes et ces cultures qui me tiennent énormément à cœur. Si je vous dis Compagnie des Indes, à quoi est-ce que vous pensez? Peut-être que vous pensez à des bateaux, à des épices et pourquoi pas même à des histoires de pirates et ces marins valeureux. Mais qui était vraiment la Compagnie des Indes et comment est-ce qu'elle a autant impacté nos sociétés? Pour cela, je vous propose de revenir un peu en arrière pour comprendre sa création, à la genèse de la Compagnie des Indes. Au XVIIe siècle, à l'époque de Louis XIV, la vision de la richesse était différente de la nôtre, c'est-à-dire que la puissance d'un pays se mesurait à la quantité d'or et d'argent que celui-ci possédait. Du moins, c'est ce dont était persuadé Jean-Baptiste Colbert, qui était le contrôleur général des finances du roi. Selon lui, plus on avait de métaux précieux, et plus on pouvait financer les guerres et les armées, et donc asseoir sa domination. Et c'est dans cette logique que la France se lance dans une grande quête, celui d'accumuler les richesses en contrôlant le commerce. Et un des autres avantages recherchés, c'était de ne plus être dépendant des pays voisins européens par rapport aux produits de luxe, donc tout ce qui était épices, soie, textiles, etc., qui étaient importés d'autres pays, notamment les pays d'Asie et l'Inde. Mais vous comprendrez bien que la France n'est pas seule dans cette quête, puisqu'elle est en concurrence avec d'autres grandes puissances européennes, telles que la Hollande, l'Angleterre, le Portugal, qui eux-mêmes possèdent leurs propres compagnies commerciales qui leur permettent de faire des échanges entre l'Asie, entre l'Inde et leur pays, et donc de maîtriser ce commerce. Et c'est aussi dans cette mesure qu'elles se disputent des territoires stratégiques sur le chemin de la route des Indes. Et en 1664, Jean-Baptiste Colbert fonde la Compagnie royale des Indes orientales. Et là c'est intéressant parce que c'est pas une compagnie privée née d'une initiative marchande, c'est une compagnie royale qui descend directement des pouvoirs du roi. Et cette compagnie royale, elle va bénéficier d'avantages spéciaux, c'est-à-dire qu'elle a le monopole exclusif sur le commerce. Donc toutes les entreprises privées ne peuvent pas circuler au nom de la France sur les mers, mais uniquement la Compagnie royale des Indes orientales. Donc ça lui confère beaucoup de puissance, d'autant plus qu'elle bénéficie de pouvoirs régaliens, c'est-à-dire qu'elle peut exercer elle-même sa police et sa justice, ce qui la rend d'autant plus imposante. Mais voilà, à la différence de ses homologues anglais par exemple, la Compagnie royale des Indes orientales descend directement du pouvoir du roi, comme on l'a dit, et ça plaît pas trop aux investisseurs. C'est trop royal, c'est trop colbertiste, ça manque de flexibilité, et le fait que ça ne soit pas privé, c'est vrai que ça donne pas trop envie. Bon, malgré ses débuts un peu chaotiques, disons, la compagnie se lance quand même, et en 1665, 14 bateaux partent pour Madagascar. Mais là, c'est un fiasco. Les populations locales sont réticentes, les maladies sont dévastatrices et le manque de connaissances locales font que c'est difficile, voire impossible, de s'implanter durablement. Donc en 1668, la France décide d'abandonner Madagascar et de se recentrer sur l'Inde. Mais là encore, c'est un échec. Pourquoi? Parce qu'en Inde, il y a des pays qui sont déjà beaucoup plus implantés, donc c'est difficile de se faire une place, et aussi les guerres européennes font que la France a du mal à progresser. Finalement, la Compagnie royale des Indes orientales va finir surendettée et va s'effondrer, et c'est en 1719 qu'elle va être rachetée par John Law, qui est un financier, qui va la restructurer, la redynamiser, qui va vraiment lui redonner un nouveau souffle, et c'est là que tout va s'accélérer, c'est-à-dire que la France va s'implanter et poser des bases solides sur 2 îles de l'océan Indien, l'île Bourbon, donc l'île de la Réunion, et l'île de France, l'île Maurice. Et ces 2 îles, qui sont au cœur de nos recherches, vont jouer un rôle clé dans l'implantation française. Et on va voir comment est-ce que cette conquête commerciale a impacté ces îles.
La Compagnie des Indes est née dans un contexte de rivalité, comme on l'a vu, mais comment est-ce que tout ça a façonné nos îles, Maurice et Réunion? C'est justement là où l'histoire devient intéressante parce qu'elle est bien souvent passée sous silence. Alors en 1715, la France s'implante sur l'île de France, donc l'île Maurice, et ce n'est pas Paris qui dirige, c'est la Compagnie des Indes elle-même, c'est-à-dire que c'est elle qui va nommer les gouverneurs, administrer les terres, contrôler les ports, contrôler le commerce et par conséquent l'esclavage. Et c'est ça que je trouve particulier, c'est que c'est pas une colonisation classique, où c'est la nation avec ses ambitions qui va s'étendre, etc. Là, c'est une compagnie commerciale privée avec des actionnaires, des profits, avec une stratégie commerciale qui va prendre en main des territoires entiers et qui va agir un peu comme un empire dans un empire. Que ce soit l'île Bourbon, donc l'île de la Réunion, ou l'île de France, l'île Maurice, la compagnie va structurer son commerce autour de plantations. Donc des plantations de café, par exemple à l'île de la Réunion, des plantations de canne à sucre à l'île Maurice. Et pour faire fonctionner ces plantations, la compagnie a besoin de main-d'œuvre. Et c'est là que va commencer un tout autre type de commerce, le commerce d'esclaves. Donc on va arracher à leurs terres des hommes, des femmes, des enfants, d'Afrique, de Madagascar, pour les faire venir sur ces îles pour travailler sur ces plantations. Et c'est ça que je trouve bouleversant, c'est qu'on va souvent parler des dates importantes, des grandes batailles, de cette route commerciale qui était fructueuse, et très rarement on va remettre au centre ces hommes et ces femmes qui, ma foi, de force, mais qui ont quand même contribué à leur sueur à bâtir les fondations de nos sociétés telles qu'on les connaît aujourd'hui. En fait, nos îles ont été façonnées par une entreprise privée, guidée par une logique de profit. Non pas par une vision politique, encore moins pour un projet humain, mais par des intérêts financiers. Et c'est important de se rappeler que derrière l'histoire coloniale, il y a aussi l'histoire des peuples, des cultures, des résistances, et cette histoire mérite d'être racontée. Et je crois qu'on ne peut pas réellement guérir de notre passé si on ne le regarde pas vraiment en face. Donc oui, c'est violent, mais ces histoires apportent aussi beaucoup de résistance, beaucoup de puissance, beaucoup de résilience. Et les voix de nos ancêtres, leurs prières, leurs chants, leurs danses, elles vivent encore en nous. Nos racines sont encore vivantes, elles sont vibrantes et nous les portons aujourd'hui. Parce que l'histoire de la Compagnie des Indes, c'est pas qu'une histoire de conquête, c'est aussi notre histoire. Et il est temps de se la réapproprier. Dans cette partie, on va parler des héritages et des impacts de la Compagnie des Indes et de toute cette histoire sur nous. Aujourd'hui, comment est-ce que ça se matérialise dans nos vies quotidiennes, dans notre société? Avant de continuer, j'aimerais revenir sur un pan de notre histoire qui a toute son importance. À l'abolition de l'esclavage, on aurait pu penser que c'est une nouvelle ère, que tout allait aller pour le mieux, mais c'est pas exactement comme ça que ça s'est passé. Lorsque l'esclavage a été aboli, il y a un nouveau système qui a pris le relais, et c'est celui de l'engagisme. L'engagisme, c'est des milliers d'hommes et de femmes venus d'Inde, de Chine, d'autres pays d'Asie, d'Afrique, de Madagascar, qui ont été recrutés pour remplacer les anciens esclaves. Malheureusement, bien que libres, leurs conditions n'étaient pas très différentes de celles des esclaves, et souvent, on dit que l'engagisme est une forme d'esclavage déguisé. Et ce sont eux, les engagés, qui ont construit la deuxième couche de cette histoire coloniale, économique et culturelle. Et aujourd'hui encore, les traces de ces systèmes, autant esclavagistes qu'engagistes, sont bien là. Elles ont profondément façonné nos cultures, nos identités, nos structures sociales. On les retrouve partout, parfois même sans s'en rendre compte. Le métissage des cultures est sans doute l'un des héritages les plus marquants de cette période de l'histoire. On le voit notamment à travers la langue créole qu'on parle à l'île de la Réunion et à l'île Maurice. Bien que ce soit deux créoles différents, cette langue découle des influences des pays d'Europe, que ce soit la France, l'Angleterre, des pays d'Afrique, mais aussi de Madagascar, et forme aujourd'hui une langue propre qui est la langue maternelle de milliers de personnes et le symbole d'une identité locale forte, porteur de mémoire et de résistance. La gastronomie des Mascareignes témoigne également de ce métissage. À la Réunion comme à l'île Maurice, les saveurs se croisent, se mélangent et on retrouve dans notre gastronomie des influences indiennes, africaines, malgaches, chinoises et c'est ce qui fait l'unicité et le goût savoureux de tous ces plats qu'on peut découvrir ici. Le rôti, le dal pourri, les karis, le massalé, les bols renversés. Bref, je vous invite vraiment à venir découvrir. Et si vous ne connaissez pas, à trouver peut-être près de chez vous des plats de l'île de la Réunion, de l'île Maurice et vous m'en direz des nouvelles. De la même façon, dans le domaine de la musique, l'identité musicale à l'île Maurice ou à l'île de la Réunion témoigne de ces différentes influences. Par exemple, le maloya à l'île de la Réunion était un moyen d'exprimer les souffrances des esclaves et est aujourd'hui un symbole de résistance. Le sega à l'île Maurice fusionne des influences afro-malgaches et en découle un genre unique. C'est intéressant de remarquer que ces musiques vont au-delà du divertissement. Elles ont longtemps été interdites. Pourquoi selon vous? Parce qu'elles dérangeaient. Elles portent en elles une mémoire, une histoire, une identité, une souffrance, des contestations.
Et ça faisait peur. Autre point à noter, c'est l'impact de la Compagnie des Indes sur les structures sociales et économiques qui sont encore palpables aujourd'hui. Cette organisation a laissé des traces profondes dans les structures actuelles. On le voit notamment à travers l'accès à l'éducation, à des ressources, à la répartition des terres, aux inégalités encore palpables, et tout ça, c'est aussi le résidu de cette histoire coloniale. L'aspect économique de cet héritage se retrouve dans l'importance historique et la position stratégique des Mascareignes sur la route des Indes. Par exemple, l'île Maurice, de par sa position stratégique, joue un rôle important sur la route des Indes au XVIIe siècle en facilitant les échanges entre l'Europe et l'Asie. Puis, au XIXe siècle, l'arrivée des immigrants indiens a permis à l'île Maurice de faciliter les échanges commerciaux avec l'Inde. Cet héritage commercial perdure encore aujourd'hui puisque l'île Maurice est un acteur clé dans le commerce international, notamment dans les secteurs du sucre, du textile, du tourisme. L'île de la Réunion, quant à elle, continue de bénéficier de ces liens entre l'Afrique et l'Asie, bien que son économie soit beaucoup plus centrée sur la production agricole et le tourisme. Et voilà, on arrive à la conclusion de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a permis de mieux comprendre comment cette époque coloniale, bien que douloureuse, notamment à travers la Compagnie des Indes, a permis de façonner notre culture, notre histoire, l'identité des îles Maurice et Réunion. On voit à quel point ce métissage culturel a teinté nos sociétés à travers la langue, la cuisine, la musique, l'économie, et en quoi cela a donné naissance à un peuple fort, résilient, avec une identité unique. Et en tant que citoyen du monde, c'est intéressant de connaître notre histoire, de mieux comprendre ce qui nous entoure, d'honorer ceux qui nous ont précédés pour construire un monde plus juste, plus respectueux. Alors si cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a intéressé, qu'elle vous a intrigué ou que vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à la liker, moi ça m'aide beaucoup. Vous pouvez aussi laisser un commentaire pour me partager vos retours, vos ressentis, qu'est-ce qui vous a marqué, et aussi abonnez-vous pour suivre mes prochaines aventures, mes explorations, les prochaines vidéos qui vont sortir sur des sujets tout autant passionnants les uns que les autres. Sur ce, je vous dis à très bientôt, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!